Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux affaires différentes sous le thème des meurtres en famille. J'espère que ces affaires seront inédites pour vous, mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. On sort 4 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour être prévenu à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et maintenant, sans plus tarder, c'est donc parti pour ces deux affaires. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Erin Patterson, née Erin Scudder en 1976 à Victoria en Australie, était une jeune fille qui a grandi dans une famille assez aisée à Melbourne. Sa mère et son père, Ethan et Heather, avaient des postes assez importants puisque son père était employé par le gouvernement et sa mère était médecin, professeur et auteur. Erin avait également une sœur avec qui elle a grandi dans la banlieue tranquille de Glen Waverley. En grandissant, les enfants n'ont évidemment manqué de rien, notamment sur l'aspect financier. Mais à travers des SMS datant de l'année 2019, il a été révélé qu'Erin avait l'impression qu'elle et sa sœur avaient parfois manqué d'amour et d'affection. Erin avait décrit sa mère comme ayant un comportement proche de celui d'un robot froid, qui était ultra bizarre en disant ceci. Nous avons eu une éducation horrible. Maman était essentiellement un robot. C'était comme être élevé dans un orphelinat russe où ils ne touchent pas les bébés. D'un autre côté, Erin disait que son père était semblable au paillasson de la famille. Comme vous le voyez, Erin avait une certaine rancœur envers ses parents. Cet échange de SMS avait eu lieu peu de temps après la mort de sa mère. Comptable de formation, Erin a régulièrement changé de carrière tout au long de sa vie, lui ajoutant alors plusieurs cordes à son arc. Au début des années 2000, la jeune femme a travaillé comme contrôleuse de la circulation aérienne pendant 1 an et l'une de ses anciennes collègues disait qu'elle était une bonne personne, qui était intelligente et qui excellait à son poste. C'était un travail avec des responsabilités qui sont importantes au bon fonctionnement de l'aéroport, gérant alors les aspects de l'espace aérien. Mais dans tout son lot de collègues, elle n'a pas toujours fait l'unanimité. Un de ses collègues l'a décrit comme étant une personne étrange, déclarant alors ceci. Quelque chose clochait dans son comportement. Elle était un petit peu étrange, et elle ne s'est engagée avec personne. Elle disait des choses bizarres et ne s'entendait avec aucun de ses collègues. Dans un autre incident, une collègue a dit qu'elle se souvenait d'une fois où Erin aurait crié sur un autre contrôleur de la circulation parce qu'ils avaient accidentellement trébuché sur le cordon de son casque, les traitant même de bouffons. Une réaction surdimensionnée pour un acte aussi bête et futile. Erin était une femme qui n'avait aucun filtre. Elle était parfois un petit peu brute et même maladroite dans ses relations, mais finalement, ça ne fait pas d'elle forcément une mauvaise personne pour autant. Erin a quitté son job de contrôleuse de la circulation aérienne en 2002 et n'a attiré l'attention de personne jusqu'en 2004, année où elle a été reconnue coupable d'avoir fait un accident avec sa voiture qui était en plus de ça non immatriculée lors d'une course-poursuite alors qu'elle tentait d'échapper aux autorités en roulant à 100 km/h dans une zone réglementée à 60 km/h. Ça commence à faire beaucoup. Une fois arrêté, les policiers lui ont fait un éthylotest, révélant alors que son taux d'alcoolémie était exorbitant. Son taux d'alcool dans le sang était si élevé que, en plus de l'accident de voiture qu'elle a causé, Erin s'est vue retirer d'office son permis de conduire et ce pour une durée de 2 ans. Pour Erin, c'était une période très sombre de sa vie, mais heureusement les choses ont commencé à aller mieux, notamment lorsqu'elle a rencontré puis épousé son mari, l'homme de sa vie, Simon Patterson. Alors oui, j'imagine qu'en Australie il l'appelle Simon, mais bon, ici on va plutôt l'appeler Simon. Simon était donc un ingénieur et en plus de ça entraîneur de basketball, issu lui aussi d'un milieu aisé. Ses parents, Don et Gail Patterson, ont été décrits comme des personnes profondément religieuses, très axées sur la famille et attentionnées envers leurs proches. Quand Simon était enfant, son père consacrait sa vie à l'enseignement, enseignant les mathématiques ainsi que les sciences, et donnait également, en plus de tout ça,
des cours d'anglais comme deuxième langue à des étudiants chinois. Les deux parents de Simon étaient des membres très appréciés de leur communauté à Korumburra et ont aidé à la diffusion d'un bulletin d'information local appelé Burra Flyer. Simon, en dehors de sa vie professionnelle qui était déjà chargée, était également un photographe très talentueux qui voyageait dans le monde entier pour prendre des photos afin de contribuer au bulletin d'information de ses parents. C'était donc vraiment une affaire familiale, tout le monde y mettait du sien de bon cœur. Et avec Erin, eh bien la relation, elle s'est faite naturellement. Issus du même milieu, avec des connaissances en commun, un rythme de vie similaire, leur rencontre était pour eux une évidence. Après leur mariage, Simon et Erin ont construit leur petite famille et ont eu ensemble 2 enfants. Pendant un temps, ils ont vécu dans le sud-ouest de l'Australie avant de finalement s'installer pour élever leur famille dans la ville de Victoria. Alors que Simon avait sa carrière et ses passe-temps, Erin de son côté a décidé d'être mère au foyer et d'élever les enfants au moins le temps où ils étaient petits. En 2009, les parents d'Erin ont acheté et emménagé dans une magnifique propriété qui était située au bord de l'eau et qui se trouve au sommet d'une falaise surplombant tout l'océan Pacifique. Évidemment, vous vous en doutez, une maison comme celle-ci valait des millions, un symbole de tout le travail acharné qu'ils avaient fait tout au long de leur vie. C'est là qu'ils avaient décidé de prendre leur retraite, de profiter de leurs dernières et belles années à vivre. Lorsque le père d'Erin est décédé quelques années plus tard, ses cendres ont été dispersées sur le bord de la plage juste devant la maison. Et quelques années ensuite, c'est également la mère d'Erin qui a succombé après s'être battue contre le cancer durant plusieurs mois. Avec ses 2 parents décédés, Erin et sa sœur ont hérité de la propriété en bord de mer, ainsi que de leurs autres maisons et plusieurs investissements. Les 2 femmes ont décidé de vendre la maison de plage pour une énorme somme d'argent, rendant Erin et sa sœur richissimes et indépendantes du jour au lendemain. C'est à cette époque qu'Erin et Simon ont malheureusement commencé à avoir des problèmes au sein de leur mariage. Pour vous donner un petit peu le contexte, Erin était comme vous et moi, une passionnée de true crime et de faits divers, et elle faisait partie de plusieurs communautés en ligne où ils discutaient d'un petit peu de tout, allant du dernier tueur en série à des confessions sur leur vie personnelle. Erin n'avait pas beaucoup d'amis, du moins dans la vie réelle, et elle se sentait donc un petit peu seule, elle était très isolée, alors elle a essayé de se faire quelques amis via les réseaux sociaux. C'est donc sur l'un de ces forums que cette mère de famille a commencé à se confier sur son mariage, sur son mari, ses enfants, bref, sa vie en règle générale. Plusieurs personnes non identifiées qui faisaient partie du même groupe ont partagé certaines des choses qu'elle a confessées. Mon mari n'a aucune idée que nous avons une femme de ménage. J'adore ça. Maintenant, je n'aime pas le fait qu'il ne m'aide jamais avec quoi que ce soit, parce que je ne fais pas les gros boulots non plus. À présent, tout ce que j'ai à lui en vouloir, ce sont les plats du soir. Entre 2021 et 2022, elle a partagé avec le groupe que son mari, Simon, qui était donc âgé de 49 ans, était soudainement tombé très malade, à au moins 3 reprises, avec un cas suspect d'infection à Clostridium difficile et quelque chose au niveau du côlon. En mai 2022, Simon s'est soudainement effondré dans la maison familiale, au point où il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Il a failli mourir à plusieurs reprises durant les 21 jours qui ont suivi, où il était en soins intensifs. L'homme avait déclaré ceci dans un post sur les réseaux sociaux. Je me suis effondré à la maison, puis j'ai été dans un coma induit pendant 16 jours, au cours duquel j'ai eu 3 opérations d'urgence, principalement sur mon intestin grêle, plus une opération supplémentaire prévue. On a demandé à ma famille de venir me dire au revoir 2 fois, car on ne s'attendait pas à ce que je survive. Miraculeusement, Simon a survécu, mais son mariage avec Erin, lui, était définitivement mort. Le couple a divorcé et les 2 enfants vivaient donc avec leur mère la plupart du temps. Ils ont vendu leur maison familiale juste avant le divorce, et pour préparer la propriété pour les futures visites à venir, ils ont demandé à un homme à tout faire de faire des réparations, y compris d'enlever les graffitis qui étaient sur un mur. L'employé avait appelé ce fameux mur le mur de la mort, car il y avait des images assez troublantes qui auraient été dessinées par les enfants d'Erin. Une partie de ce que l'homme se souvenait d'avoir vu montrait des pierres tombales, des couteaux, des têtes décapitées, et les mots « tu mourras dans un an ». Bref, que des choses super joyeuses, et on se demande dans quel état d'esprit pouvaient être les enfants pour dessiner ce genre de choses.
Ils ont vendu la maison et Erin et Simon ont tous les deux déménagé chacun de leur côté. Cela nous amène donc au 29 juillet 2023, car oui, c'était il y a quelques mois seulement, cette affaire est encore en cours. Erin a invité quelques personnes à déjeuner, y compris des membres de son ex-belle-famille, Gail et Don Patterson, donc les parents de Simon, la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et son mari, un pasteur nommé Ian Wilkinson. Erin avait également invité son ex-mari, Simon, mais ce dernier a annulé à la dernière minute, sans savoir que ça allait littéralement lui sauver la vie. C'était une invitation un petit peu maladroite, puisque Erin n'était pas très proche de son ex-mari, et encore moins de son ex-belle-famille. Cette dernière aurait prétendu qu'elle voulait régler les choses avec son mari, et qu'elle voulait que sa famille aide à régler justement leur conflit. Les amis de Simon ont de leur côté dit qu'ils n'avaient aucun intérêt à se réconcilier avec son ex-femme, ce qui est probablement la raison justement pour laquelle il a décidé de ne pas y aller. Ses parents et sa tante ont décidé d'assister au déjeuner, notamment parce qu'ils étaient inquiets pour Erin. Elle était la mère de leurs petits-enfants, et si le plan était de réunir leur famille, ils voulaient s'assurer qu'elle était dans un bon état d'esprit. C'est la raison pour laquelle Gail a invité sa sœur Heather, parce que son mari Ian était pasteur et qu'il pensait que justement il pouvait guider la situation et faire en sorte d'apaiser les choses et que tout se passe à merveille. D'autres personnes qui sont proches d'Erin ont dit qu'ils ne croyaient pas à un seul instant qu'elle avait l'intention de se remettre avec son ex-mari Simon, comme certains avaient pu le croire. Elle se plaignait constamment du fait qu'il ne répondait pas pleinement à son rôle de parent, ou encore qu'il était un homme paresseux quant aux tâches ménagères. Erin était même celle qui avait initié le divorce et qui déclarait à qui veut bien l'entendre à quel point elle était malheureuse dans son mariage. Ceux qui connaissaient bien la femme d'une quarantaine d'années savaient pertinemment qu'elle ne voudrait jamais se remettre un jour avec Simon. Quoi qu'il en soit, le déjeuner s'est déroulé comme prévu avec son ex-belle-mère de 70 ans, Gail, son ex-beau-père âgé lui aussi de 70 ans, Don, Heather Wilkinson âgé de 66 ans et son mari Ian, le pasteur, âgé de 68 ans. Les deux enfants d'Erin n'étaient heureusement pas là ce jour-là, on ne sait pas pourquoi ni avec qui ils étaient. Rien à signaler concernant le repas, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucune friction, tout le monde était d'accord, et le Wellington de bœuf aux champignons de l'hôte était un délice. Toutefois, le lendemain, les 4 invités du déjeuner d'Erin sont tous tombés gravement malades et ont dû être hospitalisés d'urgence. Au départ, les médecins ont simplement pensé qu'ils avaient une intoxication alimentaire, mais rapidement, en faisant quelques recherches, un médecin a déclaré que les patients avaient ingéré des champignons toxiques. Ce champignon, c'est l'Amanite phalloide, plus connu sous le nom de chapeau de la mort, et il est le responsable de la plupart des accidents mortels. Un seul champignon suffirait à provoquer une intoxication très grave, et preuve en est, en quelques jours seulement, Gail, Don et Heather sont morts des suites de cet empoisonnement. Le mari d'Heather, le pasteur Ian, a quant à lui sombré dans le coma pendant 2 mois, mais il a miraculeusement survécu. Le 5 août, près d'une semaine après le dîner, la police a voulu parler à Erin Patterson, l'hôte de ce fameux repas mortel. Ils l'ont donc interrogé et lui ont posé des questions sur sa relation avec les victimes, ainsi que les événements de cette fameuse soirée. Avant d'être libéré, la police s'est assurée d'obtenir un mandat de perquisition et de fouiller le domicile de la mère de famille. Erin, dans ses déclarations, avait dit qu'elle avait acheté le sac de champignons dans une épicerie asiatique locale, sans forcément, bien sûr, se souvenir du magasin en question, environ 3 mois avant le dîner. Elle a affirmé que le paquet de champignons avait une étiquette manuscrite qu'elle ne pouvait pas lire, contrairement au sac de champignons préemballés que vous pouvez trouver dans le commerce. Je précise également que ce sont des champignons déshydratés. Selon ses dires, elle a combiné ces champignons avec un autre sac de champignons qu'elle avait acheté dans un autre magasin et qu'elle les avait préparés pour son plat de bœuf. Durant la fouille de la maison, les enquêteurs ont alors cherché tous ces sacs de champignons déshydratés, mais ils n'ont pas réussi à les trouver, et pour cause, la femme les avait jetés. Bien que suspect, Erin a expliqué son geste en déclarant à la police que lorsqu'elle a appris qu'elle était accusée d'avoir délibérément empoisonné ses beaux-parents, elle a paniqué et s'est débarrassée des sacs de champignons. Elle a également déclaré qu'elle est aussi tombée malade après avoir mangé ce repas,
et qu'elle a dû, elle aussi, être transportée d'urgence à l'hôpital. Mais on ne sait pas si ces propos ont pu être avérés ou non, et je pense que lorsque ce sera le cas, ça fera avancer l'affaire. En tout cas, selon ses dires, si elle avait fait quelque chose de mal qui a rendu tout le monde malade, c'était purement un accident de sa part. Malgré tout, eh bien les enquêteurs lui ont fait savoir qu'elle restait toujours la principale suspecte, parce que c'était elle qui avait cuisiné le repas qui a tué 3 personnes et potentiellement 4, étant donné que Yann était encore dans le coma. Le lendemain, Erin a fait une déclaration aux médias juste devant sa maison pour défendre sa cause auprès du public. Elle a expliqué qu'elle était complètement dévastée que le repas qu'elle avait cuisiné ait pu contribuer à la mort de ces personnes et à quel point elle les aimait. Selon Erin, ses 2 enfants n'étaient heureusement pas au déjeuner, mais ils avaient des restes le lendemain, moins les champignons, parce que ses enfants n'aimaient pas les champignons, et en plus de ça, elle a continué à raconter une nouvelle fois son histoire sur l'achat de ces fameux champignons mortels. Cette déclaration a bien sûr fait écho à travers la ville, car les gens étaient terrifiés d'avoir peut-être eux aussi acheté des champignons toxiques. Quant aux épiciers asiatiques de toute la ville, eh bien eux ils se sont révoltés et ont réfuté toutes ces affirmations, déclarant qu'ils n'avaient jamais de champignons avec une étiquette manuscrite et qu'aucun de leurs champignons n'était toxique. Après quoi, à la mi-septembre, Ian Wilkinson, le seul invité survivant du déjeuner, a enfin pu rentrer chez lui après avoir passé plusieurs mois dans le coma. Ce n'est qu'une fois qu'il est sorti de l'hôpital qu'il y a eu un service funéraire pour sa femme Heather. Bien que les choses dans les médias se sont calmées autour de cette affaire d'empoisonnement aux champignons, l'enquête s'est heureusement poursuivie. La police a fait une autre fouille dans la maison d'Erin Patterson et cette fois-ci, ils ont été assistés de chiens de recherche et ils ont une nouvelle fois interrogé l'hôte du repas. Il y a un petit peu plus d'un mois, au moment où je tourne cette vidéo, le 2 novembre 2023, la police a placé Erin Patterson en état d'arrestation, se retrouvant alors accusée de 3 chefs d'accusation de meurtre et 5 chefs d'accusation de tentative de meurtre. 2 chefs des accusations de tentative de meurtre ainsi que les 3 chefs d'accusation de meurtre étaient liés au déjeuner qu'elle a servi le 29 juillet. Et concernant les 3 autres accusations de meurtre, elles sont venues à la suite d'une enquête sur les mystérieux épisodes de maladie que son ex-mari, Simon, avait connu des années auparavant lorsqu'ils vivaient ensemble, comme par hasard, peu de temps avant le divorce. Alors, Erin aurait-elle tenté de tuer son mari et en voyant que cela ne marchait pas, eh bien elle a simplement demandé le divorce. C'est une possibilité à prendre en compte. Cette affaire doit encore être jugée et pour le moment, Erin Patterson continue de clamer son innocence à qui veut bien l'entendre en attendant son procès derrière les barreaux. Son affaire a été ajournée jusqu'au 3 mai 2024 afin de permettre à l'accusation d'analyser les preuves qui ont été saisies à son domicile, y compris un ordinateur. Évidemment, j'ai hâte d'en savoir plus, je reste à l'affût concernant toute nouvelle information sur cette affaire et dès que le procès sera passé, je me ferai un plaisir de vous le dire dans l'onglet communauté. Raison de plus, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner juste en dessous afin d'être au courant de toutes les prochaines nouvelles concernant cette affaire. Dans cette affaire, pas d'empoisonnement, mais un triple meurtre macabre. Nathan O'Brien est un petit garçon né le 21 septembre 2008 du couple Jennifer et Rod O'Brien. Nathan était l'enfant du milieu d'une fratrie de 3 enfants, ayant donc un grand frère et un petit frère, et la famille vivait à Calgary, au Canada. En juin 2014, l'enfant de 6 ans était un petit garçon très amical, fan de super-héros et qui adorait par-dessus tout passer du temps avec ses grands-parents, Catherine et Alvin Ligness. Avec ses grands-parents, Nathan partageait un lien unique et très spécial. Catherine et Alvin étaient le ciment de la famille, ceux qui réunissaient et mettaient tout le monde d'accord. Catherine était une femme pleine d'amour qui était très accueillante, qui adorait les animaux et aimait danser. Catherine et Alvin avaient un état d'esprit entrepreneurial similaire, ils étaient des travailleurs acharnés et ensemble ils étaient invincibles. Mais la vie est passée et il était temps de se reposer un peu, alors ils étaient sur le point de commencer un tout nouveau chapitre dans leur vie en prenant leur retraite en juin 2014. Ils ont donc acheté dans le même temps une nouvelle maison à Edmonton et avaient prévu de déménager dans 2 semaines. Nathan et ses parents, Jennifer et Rod,
ont rendu alors visite au couple le week-end après la vente immobilière. Le 29 juin 2014, Jennifer et Rod sont rentrés chez eux, laissant Nathan avec ses grands-parents jusqu'au lendemain. Le 30 juin, Jennifer est donc retournée chez ses parents pour aller rechercher son fils Nathan. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle est tombée sur une scène effroyable. Elle a découvert que la porte d'entrée était ouverte, une chose complètement inhabituelle, et elle est donc entrée à l'intérieur de la maison. La pauvre femme est tombée face à des mares de sang partout dans la maison, en particulier dans les chambres à coucher. Il y avait du sang sur les lits, les oreillers, les murs, le sol, bref, il y en avait vraiment partout. Il y avait aussi des empreintes de sang sanglantes ainsi que des traces de traînées dans le couloir, comme si quelqu'un avait traîné un corps. En plus de ça, la pauvre femme a repéré la trace de la main sanglante de son fils de 6 ans, qui semblait montrer que le petit garçon avait placé sa main contre le mur dans le but de résister face à son agresseur. Il semblait y avoir eu une effraction sur la porte d'entrée arrière de la maison et il n'y avait plus personne à l'intérieur de celle-ci, pas même les victimes. Jennifer a paniqué et a de suite appelé la police en déclarant qu'elle pensait que sa famille venait d'être assassinée. Les enquêteurs, une fois sur place, ont directement fouillé la maison, mais ils n'ont trouvé aucun corps non plus. Une alerte Amber a été émise pour Nathan, pendant que Jennifer et Rod sont apparus sur les journaux télévisés, en plaidant pour le retour en toute sécurité de leur fils et également des parents de Jennifer. Malgré tout un tas d'informations données par le public dans l'espoir d'aider la famille, aucune piste n'a pu aider les enquêteurs à remonter jusqu'aux personnes disparues. Toutefois, on sait que l'agresseur serait entré dans la maison par la porte arrière en forçant la serrure d'une manière qui montrait qu'il savait très bien comment faire. La police a regardé les caméras de surveillance autour de la maison pour voir si elle pouvait trouver quelque chose et la seule chose qu'ils ont trouvée sont des images de surveillance d'un camion vert assez suspect qui se trouvait près de la maison de ses parents la nuit des disparitions. Dans le doute, les enquêteurs ont rendu publiques les photos du camion en espérant que cela puisse faire avancer l'enquête. Et les officiers ont eu raison, puisque très peu de temps après, une femme a appelé les autorités, leur disant qu'elle avait reconnu le camion. Et pour cause, ce serait celui de son frère, Douglas Garland. La police s'est empressée d'arrêter Douglas et l'ont arrêté pour une accusation antérieure sans rapport qui était de fausse identité. Alors évidemment, c'est majoritairement pour l'affaire de Nathan et de ses grands-parents que l'homme a été interrogé. Ce dernier s'est montré très peu coopératif durant son interrogatoire, alors la police a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la ferme où vivait ce dernier. Pendant ce temps, Douglas a été libéré sous caution et a été averti de rester surtout à l'écart de la propriété. Il était hors de question que l'homme puisse s'y approcher. Durant la fouille qui a duré plusieurs jours, les enquêteurs ont trouvé un disque dur d'ordinateur qui était à l'intérieur du sous-sol de la ferme, disque dur qui a révélé des recherches effectuées par Douglas sur des sujets assez violents. Il y avait des recherches sur la façon d'attaquer les victimes et les moyens douloureux de les torturer. Il y a également eu des recherches d'instructions pour forcer des serrures similaires à celles des Lickness, mais ce n'est pas tout. Le pire est en train d'arriver. Il y avait en plus de ça des images troublantes d'hommes et de femmes retenus, tués, démembrés, décapités, portant des couches pour adultes. Également, toute une bibliothèque dans la maison avec des livres sur comment tuer, la joie que ça procure, l'esprit des meurtriers, bref, vous voyez un petit peu le topo. Il y avait également chez lui des seins prothétiques, enfin des prothèses mammaires, ainsi que des perruques de femmes sur des têtes de mannequins qui s'y étaient tous situés au sous-sol, beaucoup de vêtements pour femmes de la taille de Douglas, donc on peut imaginer que l'homme se travestissait, ainsi que 89 paires de chaussures, autant pour femmes que pour hommes. Les autorités ont ensuite trouvé une boîte à chaussures vide de chaussures de tennis de la marque Dr. Scholl de taille 13 dans le placard. C'est donc sa pointure de chaussures et c'est une avancée dans l'enquête puisque les empreintes du même type de chaussures correspondaient aux empreintes qui étaient sanglantes qui ont été trouvées sur le sol de la scène du crime. Les policiers ont saisi des boîtes et des boîtes remplies d'armes ainsi que des menottes allant de la taille d'un enfant à celle d'un adulte, des lames, des tronçonneuses, des sangles en cuir, des scies à os, des couteaux, des pistolets, des crochets à viande, et ainsi de suite. Bref, c'était vraiment un endroit macabre, avec toute la panoplie pour pouvoir torturer n'importe qui.
L'horreur était bien présente puisque le sang de Catherine a été trouvé sur un crochet à viande. Puis le reste des résultats d'ADN concorde avec l'ADN d'Alvin et de Nathan qui ont été trouvés sur une scie à os. Il y avait également un baril à l'extérieur avec un feu qui fumait à l'intérieur et un examen plus approfondi de ce qu'il y avait dans le baril a révélé une dent de bébé, un petit morceau de chair brûlée et des fragments d'os. Les tests qui ont été effectués sur les articles ont conclu que les fragments de dents et d'os appartenaient à Nathan, tandis que la chair appartenait à Alvin. Douglas avait tout mis en place pour se débarrasser des corps d'Alvin, de Catherine ainsi que de Nathan, au point où la famille n'avait presque rien à enterrer, c'était affreux. Il s'est avéré que Douglas et les grands-parents de Nathan se connaissaient. Ce meurtre n'était pas du tout au hasard, puisque la sœur de Douglas était mariée au fils du couple. De plus, Alvin avait déjà employé Douglas pour travailler sur une invention de pompe à pétrole et à gaz, mais Douglas avait abandonné le projet en cours de route. Alvin, de son côté, a continué à travailler sur la pompe, a breveté cette dernière, et celle-ci a été approuvée. Bien qu'il n'ait pas gagné d'argent grâce à cette invention, Douglas était enragé, sentant qu'il n'avait pas du tout reçu la compensation qu'il méritait pour avoir travaillé aussi à ce projet pendant un temps. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à comploter son plan macabre pour assassiner le couple et également Nathan. Ça ne s'arrête pas là puisque la police a surpris Douglas en train d'essayer de se faufiler en douce dans la ferme alors qu'il lui était interdit de s'en approcher. Donc ça n'a pas du tout joué en sa faveur. Également, des photos ont été capturées par hasard par un avion de cartographie qui a survolé la ferme le lendemain des disparitions et ces dernières ont été présentées au tribunal. Et pour cause, les photos montraient 2 torses sans tête de taille adulte face à l'herbe près du baril en feu. Et une autre forme bien plus petite se trouvait à côté d'eux, on suppose que c'est Nathan. Le procès pour meurtre a commencé le 16 janvier 2017 et a pris fin le même jour puisque l'accusé avait plaidé coupable. Il a fallu un petit peu plus de 9 heures au juré pour parvenir à un verdict de culpabilité concernant les 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le lendemain matin, il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, avec la possibilité d'être libéré sous liberté conditionnelle après 75 ans de prison, ce qui signifie qu'il passera sa vie derrière les barreaux, étant donné qu'il faudrait qu'il vive jusqu'à 129 ans pour ne serait-ce que demander une liberté conditionnelle, et faut-il encore que cette dernière soit acceptée, et généralement déjà ça prend quelques mois, voire parfois quelques années, avant que la demande soit enfin étudiée. L'homme a été violemment agressé dès son arrivée en prison. Faut-il avoir ou non de la compassion pour lui? Ça, c'est à vous de juger. Et les parents de Nathan, de leur côté, ont tenté de rebondir et ont fondé la fondation Nathan O'Brien Children's Foundations. Et on leur souhaite évidemment d'être heureux malgré ce terrible événement. Et c'est donc tout pour ces 2 affaires, j'espère que ces dernières étaient encore inconnues pour vous et surtout qu'elles vous ont intrigué. Je vous retrouve tout de suite dans l'espace commentaire pour que vous me disiez ce que vous pensez de ces 2 affaires. J'espère en tout cas que vous avez passé un beau moment avec moi pendant le temps de cette vidéo. On se retrouve très prochainement, passez une bonne soirée, merci à vous, ciao.